Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Voix de l'éducation, un podcast proposé par l'association Educar qui donne la parole à tous les métiers qui touchent, de près ou de loin, à l'éducation avec un grand E. Et ce podcast, c'est aussi un moment de partage où l'on pense et repense une vision plus humaine et innovante de l'éducation. Aujourd'hui, on va parler d'enseignement explicite et de compétences socio-émotionnelles chez l'enfant avec Rolande Nizet, logopède spécialisée en musicothérapie. Alors Rolande, elle travaille dans les classes avec les enseignants et les élèves et elle nous partage son expérience de logopède au sein d'une école et aussi de son intérêt pour l'enseignement explicite. Enfin, elle nous partage quelques ressources pour apprendre, comprendre et développer les compétences socio-émotionnelles. Vous allez voir, l'épisode est passionnant et on vous laisse découvrir ça tout de suite. Bonjour Rolande. Bonjour Alexis. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci. Super. Est-ce que, avant de rentrer, avant de parler un peu plus en détail du sujet du jour, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours ? Oui, alors donc moi je m'appelle Rolande Nizet, comme tu l'as dit. Voilà, je suis de formation logopède et je travaille actuellement dans les classes avec les enfants à besoins spécifiques en intégration et pour les aménagements raisonnables. Alors je me suis spécialisée en musicothérapie parce que j'aime beaucoup tout ce qui est attrait à la musique au service des apprentissages. Et donc mes centres d'intérêt, c'est effectivement la musique au regard des neurosciences, l'enseignement explicite et le bien-être et le climat de l'école. Et donc je me suis très vite rendu compte que la musique était quelque chose de pertinent à proposer. Et donc j'ai eu la chance de proposer des activités musicales en classe, dans des classes de type 1 principalement. Et puis même dans les classes ordinaires où je vais en intégration, en général les équipes savent bien que j'ai une connotation musique une réputation qui reste, voilà, exactement. Super. Et justement, on va parler un peu plus de cette pratique musicale dans l'enseignement, mais... Donc tu t'intéresses beaucoup à l'enseignement explicite comme pratique, qui peut profiter au plus grand nombre, donc enseignants comme enfants, et notamment dans le cadre du développement des compétences socio-émotionnelles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est l'enseignement explicite ? C'est quoi sa philosophie, sa posture, sa force par rapport à une autre méthode plus classique, voilà, un peu tout ça. Voilà. Donc ça, c'est... J'ai commencé à m'intéresser à l'enseignement explicite parce que dans l'équipe où je travaille actuellement, ça fait partie de leur plan de pilotage. Ils avaient choisi cette méthode pour améliorer les compétences des élèves. Et effectivement, c'est une méthode qui se base sur des pratiques probantes. La recherche a clairement démontré que ça englobe toutes les pratiques porteuses, en fait. J'ai été amenée à un petit peu chercher sur le sujet, puisque voilà, dans le plan de pilotage et tout, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est exactement ? Parce qu'on connaît très peu, on se dit, oui, je suis explicite, j'ai donné clairement ma consigne et tout. Et finalement, c'est bien plus subtil que ça. Et donc, j'ai un petit peu regardé à l'Université de Mons, il y a Marie Boquillon qui travaille avec Steve Bissonnette du Canada. Et ils ont créé une échelle d'enseignement explicite pour les élèves en primaire. Alors en gros, l'enseignement explicite, donc, c'est rendre les comportements visibles de l'enseignant et des élèves, de l'enseignant qui met un haut-parleur sur sa pensée, donc on va rejoindre tout ce qui est métacognition, on va dire quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire, et vraiment expliquer toutes les étapes. Au niveau des élèves, c'est leur donner un feedback et une rétroaction active et positive. En général, on parle toujours des trois grands points, le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome, mais c'est suivant le modèle PIC. Alors PIC, c'est préparation, donc l'enseignant va préparer en amont tous les objectifs, les connaissances préalables, faire la liste, tiens, pour faire telle opération, quels sont les acquis que je dois avoir avant, et il va aussi planifier la différenciation. Et une fois qu'il est en interaction avec les élèves, donc c'est le I de PIC, alors il ouvre la leçon en captant l'attention. Et là, je vais peut-être faire une petite parenthèse musique. C'est quoi de mieux que de faire un petit rythme ou un parler rythmé de Jonathan Bolduc Tout à fait. pour capter l'attention et se recentrer. Allez, après la récré, hop, on rentre, on se reconcentre, on annonce clairement les objectifs de l'apprentissage, surtout quand c'est nouveau, parce que si c'est un apprentissage qui est
déjà automatisé, on ne va pas spécialement faire toute la démarche explicite, c'est pas la peine non plus. C'est vraiment en cas de nouveauté, de nouveaux concepts à apprendre, qui servira aux autres concepts plus tard. C'est de vraiment dire quel est l'objectif, à quoi ça va nous servir concrètement là maintenant, dans 1 an, dans 2 ans, et même pour notre futur. Donc c'est vraiment et vraiment déclencher la motivation en même temps, parce qu'on sait pourquoi on le fait mieux, enfin en général. Ouais, bien sûr. Je veux dire, nous en tant qu'adultes, ça revient au même. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors on active aussi, ça c'est important, l'enseignant active les connaissances antérieures des élèves. Donc tu te souviens, tu as appris, par exemple, je prends les tables de multiplication, hein, tu les as déjà apprises, tu les connais bien, eh bien ça va te servir et alors on va rechercher, quand on va entrer dans la division écrite ou peu importe une autre matière qui fait appel à ces connaissances antérieures, on va vraiment les réactiver avant de commencer la leçon, quoi. Et ensuite, on aura seulement la leçon en 3 étapes. Avec le modelage, on partira des petites unités pour aller du simple vers le complexe. On donnera beaucoup d'exemples concrets et des contre-exemples en mettant un haut-parleur sur sa pensée, en pensant à voix haute. Ensuite, il y aura la pratique guidée. Et là, on réalise la tâche qu'on a fait pendant la période du modelage, mais avec l'enseignant, seul ou en petit groupe, ou en demi-groupe, ça c'est peu importe. Hein. Et seulement après vient la pratique autonome. Et donc, les nouvelles découvertes, les découvertes de plusieurs années sur la neuroplasticité cérébrale et que le fait qu'on peut apprendre à tout âge, tout le temps, et qu'on peut remodeler le cerveau, d'où la musique aussi, ça c'est... Enfin, je veux dire, je fais un lien encore une fois parce qu'on a découvert vraiment que les musiciens ont ce réseau neuronal qui est vraiment développé. Et d'où l'intérêt de pratiquer plus de musique en classe. Mais vraiment le fait de se dire on peut apprendre et tout le monde peut apprendre, c'est juste se créer des chemins différents et guider cet apprentissage pour éviter que l'enfant se sente nul en fait. Et justement, tu parlais que avant tu étais dans les classes. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience-là d'être logopède qui agit dans les classes directement et qui a une relation aussi avec les enseignants directement? Comment tu as vécu tout ça? Moi, j'ai vraiment très bien vécu ça parce que c'est beaucoup plus riche. J'ai toujours aimé travailler en équipe et avoir ces liens, travailler en collaboration finalement. Et au contraire, on arrive à construire une relation avec chacun sa vision qui est super intéressante et on met tout ça en synergie. Et... Donc moi, ça m'a vraiment bien plu. Mais je sais aussi que ça ne se passe pas toujours, que ce soit les enseignants, les collègues enseignants ou les collègues logos vont me dire « Ah oui, mais non, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. » C'est encore une fois une posture qu'il faut adopter. C'est ça, parce que l'enseignement explicite en particulier... ça bouscule beaucoup de choses dans la façon d'enseigner. Oui, disons que quand j'ai présenté ce que c'est l'enseignement explicite à l'équipe qui l'avait mis dans son plan de pilotage et qui veut travailler là-dessus, certains se disaient, tiens, c'est comme si on donnait les réponses à l'enfant ou alors c'est comme si on revenait dans l'enseignement frontal. Or, pas du tout, c'est vraiment... on est tout le temps en interaction, donc on vérifie constamment le niveau de compréhension des élèves, et on fait des feedbacks tout le temps. Et donc, la première réaction, c'était un peu, oui, mais non, on va leur donner les réponses, c'est pas... Donc, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est pour ça que j'ai un peu décortiqué au début pour bien expliquer. Et ce qu'il y a, il faut, dans l'idéal, c'est vraiment de séquencer les apprentissages et de travailler en équipe et de se dire, à la fin moi je suis dans le fondamental, donc à la fin de ma 6e primaire, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir enseigné et avec quoi est-ce que l'enfant va sortir de notre école, par exemple. Okay. Pour moi, c'est l'idéal. Maintenant, voilà, il y a peut-être d'autres façons de faire ou quoi, mais je me dis que c'est vraiment une vision commune. Et finalement, si les enseignants se mettent à travailler ensemble, en travail collaboratif pour construire des séquences d'apprentissage qui vont du simple au complexe et dire tiens, et articuler tout ça entre eux et assurer le transfert, parce que combien de fois on ne voit pas des élèves qui
savaient faire quelque chose en deuxième ou en troisième primaire, puis ils arrivent en 5-6, ils ne savent plus. Ouais. Et alors, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, hein? Qu'est-ce qu'elle a fait, ma collègue? Enfin, c'est des histoires qui n'ont ni queue ni tête, parce que voilà, ça s'explique aussi au niveau du cerveau et des neurosciences, il faut répéter, etc. Donc, oui, c'est vrai que ton travail, c'est aussi, tu sensibilises aussi à voilà, tout ça, ça, à tout exactement. ce côté neurosciences qui est très important et qui permet du coup d'apporter un soutien aux enseignants qui ne sont pas experts là-dedans, ce qui est normal. C'est normal, hein, oui. Tout à fait. Est-ce que tu as pu voir les bénéfices auprès des enfants? Est-ce que tu as vu leurs réactions? Quel feedback ils ont eu par rapport à l'enseignement explicite? Est-ce que tu as pu être témoin de ça? Donc moi, comme je ne donne pas cours spécialement, sauf je fais des ateliers de musique, mais quand j'accompagne l'enfant en besoin spécifique, ben, par exemple, quand il doit écrire, ben, je vais voir son écriture, je vais lui donner un feedback positif en disant, ben, tiens, c'est exactement ça, et je lui montre l'endroit où il a bien formé son A, par exemple. Je dis, c'est exactement ça qu'on attend de toi. Et l'enfant est rassuré, il est valorisé, il se dit « Waouh, chouette, j'ai réussi ». On voit vraiment physiquement, enfin on voit le petit sourire, etc. Et même à la limite, une attitude qui est un peu comme si on était dans notre canapé, hop, on se redresse et tout. Enfin, j'ai observé ça. Donc ça, c'est quand j'interviens de façon individuelle. Et alors souvent, maintenant, cette année, j'ai eu la chance de participer au nanoprogramme Enseigner les compétences socio-émotionnelles aux primaires de l'Université de Laval. Enfin, je me rends compte que les compétences socio-émotionnelles sont vraiment au cœur de l'apprentissage aussi. Parce que, enfin, elles font partie intégrante des fonctions exécutives. Savoir se réguler émotionnellement, c'est presque le cœur de... Si je suis régulée émotionnellement, je vais pouvoir planifier, prendre des décisions responsables. Donc, si je suis dans le stress, ben, ça ne va pas aller. Et donc, en fait, les compétences socio-émotionnelles, elles font vraiment... C'est une grosse partie de l'enseignement explicite ou... Alors, c'est quoi la relation entre les deux? Alors, la relation entre les deux, c'est que quand j'ai commencé ce cursus-là en octobre, ben, les 3 clés de l'enseignement des compétences socio-émotionnelles au primaire, c'est je commence par moi-même. Donc, être capable de soi-même, s'autoréguler et de prendre conscience de comment on se sent. En deuxième, c'est enseignement explicite et intégré. Et donc là, ils insistent beaucoup sur le fait que, par exemple, un enfant qui a des difficultés de comportement en classe ou un TDA, ou, enfin, trouble déficitaire de l'attention, ben, il faut vraiment enseigner de façon explicite les comportements attendus. Donc, c'est pas la peine de lui dire « assieds-toi » ou « ne chipote pas » et tout. C'est vraiment dire clairement les étapes. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je vais le faire et pourquoi est-ce que je vais le faire? Donc, si je m'assieds en étant vautré comme dans mon canapé, ben, mon cerveau va se dire... Je leur dis souvent aux enfants, je dis si moi je me mets comme ça, dans 5 minutes je ronfle, même si on est en classe. Et donc, le fait, pourquoi est-ce que je dois m'asseoir correctement et adopter une écoute... une écoute attentive et bienveillante finalement, ben, c'est tout ça, quoi. Et écouter de façon attentive et bienveillante, c'est écouter avec ses oreilles mais aussi avec ses yeux, parce qu'on a le langage non verbal et tout ça, mais ce sont vraiment des choses à creuser, parce que voilà, un enfant qui vit trop de stress devant son apprentissage, ben, il ne peut pas bien apprendre, c'est pas possible. Et donc en fait, s'il y a une relation d'interdépendance entre enseignement explicite et compétences socio-émotionnelles, c'est que les deux se renforcent. Voilà, exactement. Okay. L'interdépendance, c'est justement prendre conscience de cette interdépendance. Et donc, on commence par le moi, commencer par soi-même. Le toi, c'est les capacités de communication. Et là, c'est intéressant aussi d'apprendre aux enfants comment on communique clairement sa pensée, parce que ça sert pour se faire comprendre, mais aussi pour résoudre des conflits. Et l'interdépendance, c'est mon action, ben, ça va un peu l'effet domino ou l'effet papillon. Enfin, c'est vraiment prendre conscience que tout ce que je peux faire, ou si je réagis sous le coup de la colère, ben, il y a des conséquences, par exemple. Et c'est important de pouvoir en parler et sans faux semblant aussi. Les enfants sont très intéressés dès qu'on leur dit « Ah oui, mais j'étais fâchée ce matin ». Alors, parfois, on le joue comme ça. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, le climat de classe est tout de suite apaisé. Et les résultats, enfin, c'est palpable. Ils sont engagés, motivés. Alors que s'ils ne sont pas dans un bon état d'esprit, ben,
ils se c'est sentent difficile. écoutés et ça évite un peu Voilà. toute cette frustration, bien sûr. Et C'est super important, je trouve. Ouais. du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'outils que tu utilises, d'exercices que tu utilises liés à tout ça bon, tu m'en as parlé, hein, c'est pour ça que je te pose la Oui. question. Oui, donc justement de ce cours à l'Université Laval, on nous a donné un thermomètre des émotions. Alors ça, on en voit souvent dans les classes, hein, mais ce que j'aime avec le thermomètre de Claire Beaumont et de son équipe, c'est qu'il est nuancé. Donc on a 3 zones. Il y a la zone de l'iceberg, donc là, c'est toutes les émotions à faible quantité d'énergie, quand on est fatigué, quand on est malade, quand on est triste. Ensuite, on a au milieu, c'est l'arbre, donc c'est le moment où je vais être attentif, je vais être serein, je vais être calme. Et ensuite, le volcan. Et dans le volcan, ça peut être aussi bien la colère, ouais, que l'excitation de joie aussi. Donc c'est très nuancé et c'est ce que j'aime dans ce thermomètre-là. C'est que c'est pas oui, je suis colère, je suis rouge, je suis, je suis triste, je suis bleue. Et en plus, on peut très facilement le connecter à l'outil Le cerveau dans la main de Daniel Siegel. Le seul endroit où je peux être vraiment prendre des bonnes décisions, être attentif, c'est quand je suis au niveau de l'arbre, au niveau du thermomètre. Et quand je suis régulée, je suis dans mon cortex préfrontal qui est juste derrière le front. Et c'est là où je peux planifier, décider et agir de façon consciente. Si je suis trop en colère, si je suis trop fâchée ou trop triste, je ne suis pas en mesure. Maintenant, c'est l'instant T, c'est les émotions à ce moment-là. Après, il y a tout ce qui est sentiment qui dure plus longtemps et tout. Donc là, l'idée, c'est vraiment de revenir assez rapidement dans l'arbre pour... Oui, c'est ça. L'idée, c'est être, comme tu disais, de ne pas prendre de décisions voilà, hâtives quand on est dans un certain état émotionnel. Voilà, exactement. Et plutôt attendre de réussir à revenir à son arbre. Voilà, c'est super intéressant. Ouais. Exactement. Et même nous, en tant qu'adultes, ça peut nous servir aussi. Parce que moi, j'ai pas appris ça à l'école, mais c'est vrai qu'on peut s'en servir aussi nous-mêmes. Et au départ, c'était pour moi que j'ai commencé. Je me dis, mon Dieu. Bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment très, très chouette comme... Et alors, quand le cerveau dans la main, ça implique aussi... donc, quand je suis bien régulée, je suis dans mon cortex préfrontal, derrière le front. Hein. Mm-hmm. Mais si j'ai un gros stress... je ne sais pas moi, quelqu'un qui arrive et qui crie ou n'importe quoi, mais je vais réagir et c'est mon amygdale qui est au centre de mon cerveau qui va réagir, c'est le système d'alerte du cerveau. Et dans ce cas-là, on a 3 réactions, c'est les 3 F, très facile à retenir aussi, fuite, frappe ou fige. Et ça, c'est une réaction qu'on a depuis l'homme préhistorique, quoi. Donc, c'est ce qui a permis que l'homme survive et que notre espèce survive. Et donc, c'était très utile à l'époque. S'il y a un ours qui arrive, il vaut mieux fuir. Mais à notre époque, le cerveau ne fait plus spécialement la distinction entre une réelle menace ou si quelqu'un vous regarde en fronçant les sourcils, là, on est très vite... on imagine très vite, oh oui, mais qu'est-ce qu'il a celui-là pour qu'il me regarde. On prend vite les choses pour soi. Ouais. Exactement. Et c'est intéressant à savoir toutes ces choses-là. Donc, et les enfants, ils adorent. Hein. C'est vraiment... on leur parle, leur dit, ah, toi aussi, tu te fâches, ou toi aussi, tu es triste parfois. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, l'idée, c'est aussi de regrouper la classe et de dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour retrouver très vite le calme dont on a besoin pour bien apprendre, parce que c'est ça, l'objectif n'est pas de rester pendant 10 minutes ou un quart d'heure ou voire pire, beaucoup plus, à réguler les émotions. C'est vraiment d'avoir des stratégies de retour au calme. Et tu parles aussi d'être apaisé quand on enseigne, etc. En fait, il y a aussi une interdépendance entre l'état de l'enseignant et l'état des enfants. Donc, en fait, les deux ont quelque chose de positif à en retirer, quoi, tout simplement. Ouais. C'est ça, génial. Donc voilà. Merci beaucoup, Rolande. Merci à toi de m'avoir donné la parole. Avec grand plaisir, c'était très intéressant. J'espère que ça en inspirera plus d'un à peut-être un peu plus creuser ce sujet-là et en tout cas s'y intéresser. Mais en tout cas, je te remercie, Rolande. Merci, Alexis. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. Et c'est la fin de ce 2e épisode, Les Voix de l'éducation. On espère qu'il vous aura plu et surtout, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par message privé directement pour nous faire part de vos retours. On est toujours preneurs. Et ça a encore été un échange passionnant avec Rolande.
Et un moment particulier qui m'a interpellé, c'est quand Rolande parle du fait que tout le monde peut apprendre, mais que chacun peut prendre un chemin différent. Et j'aime beaucoup cette approche, puisqu'en fait, on sort un peu de cette idée d'enseignement traditionnel où il n'existe qu'une seule bonne façon d'apprendre. Et justement, là, on prend en compte l'individualité de chaque enfant. Et je pense que c'est intéressant d'explorer tout ça pour tendre à une éducation plus efficace finalement. Et comme la dernière fois, vous pouvez retrouver toutes les références citées lors de cet épisode sur notre site internet www.educar.be/podcast. On vous souhaite une excellente journée et on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode qui parlera de comment apprendre et comprendre les troubles d'apprentissage de son enfant.